Il existe un moyen de scinder votre esprit en deux, de créer deux voix qui s'affrontent jusqu'à ce qu'une vérité nouvelle émerge. Cela semble contre nature, voire dangereux. Mais c'est le processus que chaque génie a secrètement utilisé. Ils ne lui ont jamais donné de nom. Moi, je l'appelle le protocole de l'esprit divisé. Chapitre 1. L'algorithme oublié, l'illusion de la rapidité. À quoi sert un esprit rapide s'il court vers la mauvaise conclusion? Quelle valeur y a-t-il dans la vitesse mentale si votre direction est dictée par les autres? Voici la tragédie de l'intelligence moderne. Les gens se vantent de la rapidité avec laquelle ils mémorisent les faits, de l'efficacité avec laquelle ils résolvent les problèmes, de la vitesse avec laquelle ils calculent les chiffres. Mais ils posent rarement la question profonde. Qui m'a donné ces problèmes en premier lieu? Qui a défini les règles du jeu auquel je joue? Un génie ne se mesure pas à la vitesse de pensée, mais à la capacité de changer de direction, de sortir du chemin que tout le monde emprunte en courant, de refuser le jeu lui-même et d'en concevoir un nouveau. Cette capacité commence par un algorithme oublié que les écoles n'ont jamais osé enseigner. On l'appelle le protocole de l'esprit divisé. L'algorithme qui brise l'obéissance. Les écoles récompensent la vitesse. Finissez le test rapidement. Mémorisez plus de faits que vos pairs. Mais les écoles ne récompensent pas l'indépendance. Elles punissent la perturbation. Elles punissent la défiance. Elles ne veulent pas que vous brisiez le cadre de la question elle-même car, une fois que vous le faites, tout leur système s'effondre. C'est pourquoi on ne vous a jamais enseigné ce protocole. Non pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'il produit des penseurs dangereux. Il crée des individus qui n'acceptent plus l'autorité comme vérité, mais la vérité comme autorité. La méthode elle-même est d'une simplicité trompeuse. Les génies ne pensent pas seuls. Ils pensent avec eux-mêmes, non pas dans le silence, non pas en ligne droite, non pas dans des boucles obéissantes de mémorisation, mais par un dialogue intérieur constant, un duel entre deux voix. Le questionnaire, téméraire, enfantin, sans crainte de paraître stupide. Il demande « Pourquoi cela est-il vrai? Qui a décidé cela? Et si l'opposé était réel? » Le challenger, brutal, incisif, impitoyable. Il exige des preuves. Il détruit la logique faible. Il déchire les hypothèses jusqu'à ce que seules les plus fortes survivent. Chapitre 2. La division de l'être. Devenir deux personnes pour commencer le protocole de l'esprit divisé, vous devez vous engager dans quelque chose de contre-nature. Devenir deux personnes à la fois. Non pas en fantaisie, non pas en imagination, mais dans une pensée délibérée. C'est la première phase, la division. L'homme ordinaire n'a qu'une seule voix dans sa tête. Elle murmure des excuses, elle rationalise. Elle répète les mêmes schémas fatigués jusqu'à ce que son esprit devienne une cage dont il ne peut s'échapper. Mais un génie ne s'arrête pas à une voix. Un génie construit l'opposition à l'intérieur de son propre esprit. Il conçoit deux rôles, deux personnages vivants, et les force au conflit. Au début, cela semble étrange. Cela peut même sembler fou. Vous vous entendrez poser des questions d'une voix, puis répondre d'une autre. Vous sentirez le clash en vous, et une partie de vous voudra le faire taire, revenir au confort de l'unité. Mais rappelez-vous ceci. Chaque percée dans l'histoire humaine a commencé par quelqu'un qui a osé penser différemment, même si cela ressemblait à de la folie à l'époque. La division est cette folie, disciplinée, structurée et transformée en norme. Le questionnaire, le fou qui ouvre les portes. Le premier rôle est le questionnaire. Le questionnaire est téméraire, sans filtre, sans honte. Il pose les questions que personne d'autre n'ose poser. Pourquoi cette règle est-elle vraie? Qui a décidé de cette loi? Et si l'opposé était possible? La plupart des gens font taire cette voix parce qu'ils sont terrifiés de paraître idiots. Ils ont été dressés à croire qu'une question stupide les rend faibles. Mais le questionnaire n'a pas peur de la bêtise. Son pouvoir réside précisément dans son innocence. Il voit le monde sans frontières, sans hypothèses héritées, sans les murs invisibles qui gardent la plupart des gens enfermés dans la convention. Chaque grande découverte a commencé par ce genre de bêtises sans vergogne. Le questionnaire est l'étincelle, et sans étincelle, rien ne brûle. Le challenger. Le prédateur qui détruit le second rôle est le challenger. Si le questionnaire est l'enfant, le challenger est le prédateur. Il ne rit pas, il ne joue pas, il découpe. Le challenger existe dans un seul but, détruire la faiblesse. Il exige des preuves pour chaque affirmation. Il écrase la logique bâclée sans pitié. Il déchire les idées jusqu'à ce que seules les plus fortes survivent.
Sans le challenger, la curiosité téméraire du questionnaire s'effondrerait dans le chaos. Mais sans le questionnaire, le challenger n'aurait rien à tester, rien à affiner. Ensemble, ils forment un équilibre parfait, curiosité téméraire et jugement impitoyable. C'est ainsi que la pensée est aiguisée jusqu'à ce qu'elle devienne incassable. Pensez-y comme forger une épée. Le questionnaire fournit le feu brut, sauvage, chaotique, indomptable. Le challenger fournit le marteau, implacable, écrasant, façonnant. Sans feu, il n'y a rien à forger. Sans le marteau, le feu est gaspillé. Mais quand les deux travaillent ensemble, l'acier naît. Chapitre 3. La danse de la guerre. Quand la guerre commence, la division n'était qu'une préparation. Le vrai feu commence ici, quand le questionnaire et le challenger se heurtent enfin. Cette phase s'appelle la danse. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas poli, pas doux. C'est un conflit déguisé en dialogue. La plupart des gens fuyant le conflit, ils font taire leurs doutes, ils enternent leurs questions, ils chassent le confort à tout prix. Mais un génie ne fuit pas. Un génie orchestre le conflit. Il le maintient vivant, le force à brûler et laisse les étincelles graver de nouveaux motifs dans son esprit. C'est la phase où la pensée ordinaire meurt et où la pensée extraordinaire commence. Parce que la vérité est la suivante. La croissance ne vient jamais de l'harmonie, elle vient de la friction. Et la danse est la friction la plus intime que vous vivrez jamais. Une guerre à l'intérieur de votre propre crâne. Les règles du duel. Comme tout duel, la danse a ses règles. Les briser et le processus s'effondre. Règle 1. Le questionnaire ne doit jamais se retenir. Aucun filtre, aucune honte. Chaque question doit être posée, surtout les ridicules. Plus c'est absurde, plus c'est dangereux, plus c'est précieux. Règle 2. Le challenger ne doit jamais y aller doucement. Aucune gentillesse, aucune pitié, aucun encouragement de soutien. Il doit déchirer chaque idée faible et la réduire en cendres. Règle 3. La conversation doit rester vivante. Pas une fois, pas occasionnellement, mais quotidiennement. Elle doit devenir une habitude, un rythme, un duel incessant auquel vous revenez chaque fois que votre esprit dérive dans le silence. Quand vous appliquez ces règles, quelque chose change. La pensée cesse de ressembler à une ligne droite. Elle se transforme en champ de bataille, vivant, respirant, où les idées s'affrontent, luttent et se battent pour la survie. Ce n'est pas confortable. Mais le confort est la mort du génie. La danse vous force dans l'inconfort jusqu'à ce que vous vous adaptiez. Et en vous adaptant, votre intelligence évolue. Un exemple de danse. Pour voir comment cela fonctionne, entrez dans le dialogue. Questionnaire. Pourquoi les humains ont-ils besoin de sommeil? L'évolution n'aurait-elle pas pu supprimer cette faiblesse? Challenger. Parce que le cerveau a besoin de récupération, de consolidation de la mémoire, d'équilibre chimique. Questionnaire. Et si le sommeil n'était pas de la réparation? Et si c'était de la communication, nous connecter à quelque chose de plus grand que nous ne voyons pas? Challenger. Alors prouve-le. Quel est le mécanisme? Où sont les preuves? Questionnaire. Les rêves, les symboles universels, le fait que chaque culture a construit des mythes autour d'eux. Challenger, coincidence or bias de survie. Connectes-tu des points qui n'appartiennent pas ensemble? Voyez-vous ce qui s'est passé? Le questionnaire a traîné l'esprit en territoire interdit, dangereux, non conventionnel, inconfortable. Le challenger a refusé de laisser régner la fantaisie sans contrôle. Ensemble, ils ont créé une tension assez forte pour tirer la pensée au-delà des frontières sûres, tout en restant ancrés dans la réalité. C'est le rythme du génie. Pas l'accord, pas le silence, mais la friction implacable. Chapitre 4. La naissance de la troisième voie, l'émergence du transcendant. La division a créé deux personnages. La danse les a forcés dans un conflit sans fin. Mais si vous continuez assez longtemps, quelque chose d'inattendu se produit. Une troisième voie émerge. Cette voie n'est pas le questionnaire. Ce n'est pas le challenger. Elle est forgée dans le feu de leur guerre. Elle porte la curiosité téméraire du questionnaire, mais tempérée par la précision impitoyable du challenger. Elle n'est pas enfantine, pas brutale, mais transcendante. C'est la percée, une intelligence supérieure née du conflit intérieur. Elle se sent comme une réponse arrivant de l'extérieur de vous, comme si elle était chuchotée par quelque chose de plus grand. Pourtant, elle vous appartient entièrement. Chaque génie dans l'histoire a décrit ce moment, l'éclat de clarté, l'insight qui semble apparaître de nulle part.
Mais ce n'est pas de nulle part. C'est le produit d'un algorithme qui fonctionne silencieusement à l'intérieur de l'esprit. Le duel sans fin qui crée une troisième perspective qu'aucun côté ne pourrait atteindre seul. C'est là que votre intelligence commence à vous sembler étrangère, comme si vous canalisiez quelque chose de plus grand que la pensée. Comment apparaissent les percées? Les percées n'arrivent pas toujours comme le tonnerre. Elles arrivent souvent comme des murmures, fragiles, éphémères, facilement rejetés. Vous pourriez marcher dans une rue, fixer une page blanche ou manger en silence quand soudain la troisième voix parle. Et si cela ne concernait pas du tout la gravité, mais les courants invisibles que nous ne pouvons voir? Et si la maladie n'était pas une malédiction, mais quelque chose qui passe silencieusement de corps à corps? Et si le pouvoir ne concernait pas la force, mais la perception? Le moment se sent électrique. Votre corps réagit avant que votre esprit ne comprenne. Vous savez instantanément que cette pensée est différente. Elle porte un poids que votre esprit ordinaire ne pourrait jamais avoir. Elle coupe plus profondément. Elle se sent plus tranchante. Et elle vous effraie souvent car elle brise l'illusion réconfortante de la certitude. Comprenez ceci, de tels éclats ne sont pas une inspiration aléatoire. Ils sont le produit inévitable de deux voix se battant en vous jusqu'à ce qu'une synthèse naisse. Ils sont la récompense du refus de faire taire le conflit. Pourquoi d'autres n'y arrivent jamais? La plupart des gens n'entendront jamais cette troisième voix, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils font taire le questionnaire, craignant le ridicule. Ils affaiblissent le challenger, évitant l'inconfort. Ils veulent de la paix dans l'esprit, pas la guerre. Et donc ils vivent avec une voix, l'écho superficiel du consensus. Ils pensent de la façon dont les autres leur ont appris à penser, et ils ne s'échappent jamais. Le protocole de l'esprit divisé est dangereux précisément parce qu'il vous refuse cette paix. Il vous force à vivre dans la tension jusqu'à ce que l'esprit lui-même mute. Et seulement après l'inconfort, le chaos, l'épuisement, la percée émerge. C'est pourquoi les écoles enterrent cette méthode. Parce que si chaque étudiante était formée pour atteindre la percée, les salles de classe deviendraient incontrôlables. L'obéissance disparaîtrait et une génération de penseurs dangereux se lèverait. Le système craint cette voix parce qu'une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez plus être contrôlé. Chapitre 5. L'armement du génie. La pensée. Sans action est inutile. Une percée à l'intérieur de votre esprit ne signifie rien si elle y meurt. Le monde ne récompense pas le génie privé. Il ne paye pas pour les éclats silencieux de brillance. Il ne se plie que pour ceux qui agissent. L'histoire regorge d'hommes oubliés qui voyaient plus loin que les autres mais n'ont jamais bougé. Ils détenaient des idées assez puissantes pour déplacer des empires. Pourtant, ils ont hésité. Ils craignaient le ridicule, le rejet ou l'inconfort de l'exécution. Et ainsi leurs insights ont pourri dans des carnets, des journaux et des souvenirs, enterrés avec eux dans la terre. Ne confondez pas savoir et pouvoir. Ne confondez pas vision et victoire. Le protocole de l'esprit divisé n'a jamais été conçu pour se terminer en murmure d'insight. Il n'a jamais été conçu pour vous garder diverti ou vous donner un sentiment privé de supériorité. Il était destiné à être transformé en arme. Parce que quand une idée forgée dans le duel de deux esprits rencontre le monde réel, elle ne fait pas que concourir. Elle domine. Elle coupe plus profondément, frappe plus fort et remodèle l'environnement autour d'elle. Le génie qui reste inexprimé est un fantôme. Mais le génie appliqué devient une force de la nature. Transformer les percées en stratégie. Comment armez-vous une percée? Le processus est d'une simplicité trompeuse, mais il nécessite de la discipline. Capturez-la. Ne faites pas confiance à la mémoire. Écrivez-la. Parlez-la à voix haute. Verrouillez-la dans l'existence pour qu'elle ne puisse pas s'évaporer comme un rêve. Testez-la. Passez-la au feu. Laissez les autres la défier. Ou renvoyez-la à votre challenger intérieur et laissez-le couper l'idée à nouveau. Si elle survit à l'attaque, elle est forte. Appliquez-la. Mettez-la en mouvement. Utilisez-la dans une décision, un mouvement, une création, un risque. Par exemple, le questionnaire murmure. Et si l'influence ne concernait pas les mots, mais la présence? Le challenger mord en retour. Prouve-le, applique-le. Alors, vous entrez dans une pièce et pratiquez le silence, la posture, l'énergie contrôlée au lieu de parler.
Vous testez l'hypothèse avec votre corps, pas seulement avec votre esprit. Si l'idée tient, vous avez découvert quelque chose. Si elle se brise, vous avez éliminé la faiblesse et aiguisé votre lame. L'arme finale, la souveraineté mentale. Le véritable pouvoir du protocole de l'esprit divisé n'est pas dans une seule percée. C'est dans la transformation permanente qu'il crée. Une fois que vous maîtrisez ce processus, vous ne dépendez plus d'enseignants, de livres ou de systèmes pour la vérité. Vous devenez votre propre source. Vous cessez de consommer la connaissance. Vous la créez. Vous arrêtez de craindre les contradictions. Vous les traitez comme de la matière première. Vous reconnaissez quand la troisième voix parle et vous lui faites davantage confiance qu'à l'autorité extérieure. C'est la différence entre l'esprit qui consomme la connaissance et l'esprit qui la crée. Le premier dépend d'enseignants, de livres et de systèmes. Le second est souverain, un moteur de découverte sans fin. Mais rappelez-vous, la percée n'est pas la fin. C'est la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Parce que les insights seuls sont inutiles s'ils restent dans votre tête. Les percées doivent être appliquées, transformées en armes, transformées en stratégie, en mouvement et en décisions qui remodèlent non seulement votre pensée, mais votre vie entière. Le protocole de l'esprit divisé vous donne le pouvoir le plus dangereux de tous. La capacité de penser au-delà des règles que les autres vous ont données. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité de l'utiliser. Pas seulement pour comprendre le monde, mais pour le changer. La guerre intérieure n'était que le début. Maintenant, il est temps de porter cette guerre dans le monde.